Ces traces de mémoire et ces récits s'entremêlent pour moi avec les films que je tournais sur place et avec le rêve que j'avais fait bien avant de connaître ces histoires et ces lieux. D'abord, je voudrais dire en quoi je trouve que chacun de tes films est un événement. Déjà par la façon de les faire passer dans le public. C'est-à-dire que ce n'est pas un film qui se boucle sur lui-même, hein, ce n'est pas un produit de consommation, il n'est pas lancé dans un circuit commercial, hein, comme les autres films, et puis advienne que pourra. Non, il se prolonge au travers de ceux qui en débattent et qui incluent le spectateur. C'est-à-dire que tu ne fais pas de nous des consommateurs passifs, mais chacun est impliqué et partie prenante du film. Bon, le deuxième, en quoi ça fait événement aussi, c'est parce que je trouve que chacun de tes films en appelle un autre. Alors évidemment, c'est quelque chose qu'on peut dire après coup, hein, mais chaque film fait partie d'un ensemble, comme d'une série. Alors moi, je ne regarde jamais les séries, mais il y a quelque chose, il y a une écriture qui traverse tous tes films, qui fait que, on peut dire, je crois, sans savoir que c'est toi qui les as faits, que c'est un film de Nourrit ta vie. Alors, c'est ce que j'appelle, il y a un trait, un T majuscule, un trait qui relie tous tes films. Alors, de quoi c'est fait? Enfin, moi, ce que je repère, c'est un rythme, c'est une lumière, c'est un silence, c'est un certain type de cadrage, c'est un souffle. Enfin, tout ça, ça fait scansion, hein, ça scande tes films. Et puis, toute cette série, ça fait une œuvre. D'ailleurs, bon, il y a eu toute une rétrospective à Beaubourg. Donc, ils ont reconnu l'œuvre au travers de cette série. Hein. Alors, donc, chacun de tes films est comme un épisode qui nous laisse dans l'attente du suivant, parce que tu poursuis quelque chose. Tu tiens quelque chose, et le fil que tu poursuis est tendu par une question. Et cette question, tu tentes de l'approcher de film en film à partir d'entrées différentes. Et j'ai envie de dire que c'est un film... bon, il y a des chercheurs, mais la chercheuse, là, c'est toi. Et pas trouvé. Voilà, absolument. Et on en est tous là, qu'on soit, je crois, artiste, chercheur ou psychanalyste. Alors, par rapport à ça, je vais citer une phrase de Giacometti. J'aurais pu d'ailleurs citer Lacan, hein, à propos de « derrière la réalité, il y a le réel », mais je préfère citer aujourd'hui Giacometti qui dit « C'est comme si la réalité était continuellement derrière les rideaux qu'on accroche. Il y en a un autre, et toujours un autre. C'est cela qui me fait agir, comme si on devait bel et bien arriver à comprendre le noyau de la vie. » Et on continue. C'est très joli, parce qu'il y a beaucoup de rideaux. Oui. Et on continue, sachant que plus on approche de la chose, plus elle s'éloigne. C'est une quête sans fin. Alors, ton film, il fait aussi événement, enfin en particulier celui-là, parce qu'il me semble que c'est le premier film où tu te mets en scène à la première personne. Alors, à part on ne te voit pas, mais pourtant tu crèves l'écran. Hein. Alors évidemment, il y a les photos. Hein, il y a les photos de toi bébé, hein, le bébé magnifique de ta maman. Ça commence à ta naissance, avec les photos avant ta naissance.
Enfin, la scène originaire est là. Et chose extraordinaire, donc ton papa était photographe, son ami était photographe, et tu es photographe. Et donc voilà, par où ça passe la transmission, hein, et non seulement tu es photographe, mais tu es la première femme chef op au cinéma. Et alors ça me fait penser aussi à une très jolie histoire sur la transmission. Un jour on débarquait à l'île d'Ouessant, on sort du bateau, on va pour louer un vélo, et le loueur de vélo était l'ancien gardien de phare de l'île d'Ouessant. Et bon, maintenant les phares sont automatiques, il n'y a plus personne. Et il nous racontait que, bon, à ce moment-là, il n'y avait pas les téléphones portables, il était vraiment coupé du monde. Et puis sa femme arrive sur le point d'accoucher, et elle accouche au pied du phare. Et ce bébé, nouveau-né, devenu adulte, et devinez ce qu'il est devenu, quel a été son métier, tu sais? Il est devenu éclairagiste de théâtre. Alors, on revient au film, il commence en 1943, l'année de ta naissance, sur fond de disparition. Ah, je ne suis pas née en 1943. Alors, je suis déjà vieille, mais je suis née. Alors, ah oui, tu es née 4 Je suis née en 45, si vous voulez tout savoir. D'accord. Mais donc, la scène en 43, c'est vraiment avant moi. Donc, c'est la première scène où on voit tes parents. Oui. En 43. Oui, c'est ça. Et alors, ta naissance, elle est sur fond de disparition de ta grand-mère, en 1945. Et on le sait que quelques années plus tard, elle ne reviendra pas. Alors, le film, il commence par à la fois ta naissance et une disparition, et il se termine sur le rêve énigmatique, où ta mère, morte, apparaît dans un tressage de symbolique et d'imaginaire, au travers de la langue, du temps, de l'espace. Voilà, comme si ton film était vraiment un trajet de vie. Et alors, je parlais de ta présence dans le film, eh bien, elle passe par les photos, elle passe par ta voix, et puis par l'énigme de ton symptôme, qui t'a peut-être donné l'idée du film. Alors ta voix, eh bien, elle est off, on ne te voit pas, on l'entend, et pourtant, elle est au cœur du film. Et moi, j'entends ta voix comme une force tranquille, pour reprendre le slogan, sur fond de silence, sur fond d'images fixes. Enfin bon, je sais pas, techniquement, je sais pas comment les définir, parce qu'elles sont fixes, elles sont mises. Enfin, ça bouge toujours aussi à l'intérieur de ces images. Et puis il y a ton accent qui nous fait voyager, qui traverse les langues, qui traverse les frontières, comme ce train. Ce train qui d'un film à l'autre, fait entre deux. Il relie les films, il relie les lieux, il relie le temps. Alors, j'ai lu quelque part, je croyais que c'était dans le film, mais j'ai dû le lire ailleurs, que tu disais qu'en hébreu, du passé et du futur, il n'y avait pas de présent. Il n'y avait que le passé. C'est dit en exact. Alors, tu vois, là, je l'ai pas, voilà. Je l'ai pas entendu. Je l'avais entendu avant. Il y est. Il n'est pas entendre parce qu'il est écrit. Au début, ah oui, il y avait quelqu'un devant moi qui, j'étais comme ça, je ne voyais pas très bien. C'est le début du film, en fait. C'est avant l'image des parents. Voilà. Alors, bon, moi, je ne peux pas m'empêcher de penser non plus que ce train qu'on retrouve dans plusieurs de tes films, c'est le train qui a emmené ta grand-mère. Enfin, moi, quand je vois un train, je pense à ça. Pas seulement. Pas seulement, mais aussi. Alors, les fenêtres. Bon, les fenêtres, elles sont aussi dans beaucoup de tes films. Alors, ce qui est intéressant, c'est que tu dis que quand tu as appris à lire les petites fenêtres, les petites lettres hébraïques de forme carrée te faisaient penser à des petites fenêtres qui ouvrent sur un temps lointain. Et bien, ces fenêtres, elles t'ont pas quitté. Elles sont à la fois des protections, des ponts, des passages entre le dedans, le dehors,
le jeu et l'autre, les neurosciences, c'est la science de l'inconscient, la vie, la mort. Et puis il y a le souffle aussi, qui est très important, le souffle du vent comme une respiration, et qui est dans tous tes films, je trouve, un souffle de vie, hein, ce vent. C'est Ruach, hein, c'est l'esprit. Oui. Oui. Alors comme je ne connais pas l'hébreu, j'ai pas retenu, Oui, mais voilà. Alors, c'est le vent et l'esprit. Donc... Oui. Alors tout ça, ça fait que ce film, c'est pas un documentaire sur le cerveau. C'est une poétique du cerveau. Et ici, la subjectivité est partout. Elle est au croisement de ton histoire, de l'écriture de ton histoire et de l'histoire de ces chercheurs. Les neurosciences sont infiltrées d'inconscient. Et bon, là, petit jeu de mots, j'ai envie de paraphraser Rabelais, j'ai envie de dire science sans inconscient ne sont que ruines de l'âme. Parce que là, je pense à ceux qui sont dans le tout génétique, le tout neuronal, le tout comportementalisme, et qui aimeraient bien avoir la peau de l'inconscient et lui faire la peau. Mais là, rien de réducteur, il n'y a pas d'homme-machine, pas d'homme programmable, pas d'homme réduit à un organe, à un gène, à un comportement. Et toi, Nourit, au contraire, avec ce titre poétique du cerveau, tu rapproches des signifiants aussi improbables qu'insolites. Tu révèles un au-delà du discours, un au-delà du bon sens, un au-delà du conscient, un au-delà de la science. Et avec ton symptôme qui est là, qui résiste à la science, hein, et qui insiste, et qui t'appartient qu'à toi, hein, et qui fait partie de ton interprétation de la partition, telle que l'évoque François Ansermet. Donc, poétique du cerveau, eh bien, ça sonne comme un défi. Une association étonnante, voire détonnante. Hein, c'est un défi qui détonne au cœur de la fiction scientiste et médiatique dans laquelle on baigne. Alors, j'ai lu aussi quelque part que ta recherche visait un travail sur la langue. Alors oui, il y a ce picotement, hein, sur le bout de la langue, qui est survenu à la fin du film Langue sacrée, langue parlée, puis d'une langue à l'autre, entre les deux. Mais pour moi, ce que tu interroges, c'est aussi ce qui échappe au langage. C'est cette vérité première, indicible, ce noyau de la vie qu'évoque Giacometti, et après lequel on court par le poème, par la sculpture, par la peinture, par des films, mais qu'on n'attrape jamais. Alors cette quête sans fin du réel, derrière la réalité, tu essayes de l'attraper comme tu peux, par des mosaïques d'entretien qui se croisent, qui se séparent, qui se retrouvent. Pas n'importe qui, pas n'importe comment. Ici, tu pousses les chercheurs du côté de leur désir, du côté de leur subjectivité. Et ces chercheurs-là, eh bien, ils rayonnent de désir. Hein. C'est ce que Freud appelait la pulsion épistémophilique, une sublimation des pulsions sexuelles, en un désir de savoir. C'est-à-dire que là où la science s'appuie sur le refoulement de la subjectivité, eh bien, ce que tu mets en lumière, c'est pas seulement le discours de la science, mais la personne qui soutient ce discours. Ce qui fait que nous écoutons un discours de la science qui nous parle parce qu'il est habité du désir de celui qui le porte. Alors ce qui me plaisait bien aussi dans ce que dit François Ansermet, c'est que nous sommes génétiquement déterminés pour être indéterminés. Alors là-dessus, on peut dire que la polémique sur l'inné et l'acquis est bien dépassée. Hein. La plasticité du cerveau est acquise. Le cerveau n'est pas fermé sur lui-même, il se façonne de son rapport à l'autre, ce qui confirme ce que dit Lacan. L'inconscient, c'est le discours de l'autre. Et ça m'évoque aussi le livre de Gérard Pommier qui a écrit il y a 10 ans « Comment les neurosciences démontrent la psychanalyse ». Alors c'était déjà le souhait de Freud, chercher les fondements organiques de la clinique analytique. En 1897, il écrivait une célèbre lettre à son ami Fliss, où il évoquait le remaniement des premières traces.
l'effrayage. Il disait « Je pars de l'hypothèse que notre mécanisme psychique s'est établi par un processus de stratification. Les matériaux présents sous forme de traces mnémoniques se trouvent de temps en temps remaniés suivant les circonstances nouvelles. La mémoire est présente non pas une seule, mais plusieurs fois et se compose de diverses sortes de signes. » Et il termine en disant « Tentons maintenant de l'établir sur des fondements organiques. » Alors c'est les souvenirs, la mémoire, l'oubli, le refoulement, le déplacement, qui se jouent aussi dans les formations de l'inconscient et les symptômes. Et l'inconscient, eh bien, c'est l'indétermination dont parle François Ansermet, c'est le creuset de la psychanalyse qui s'intéresse à chacun comme exception de l'ensemble. Ça, c'est ce qu'écrit le psychanalyste Marie-Jean Sauret. La psychanalyse s'intéresse à chacun comme exception de l'ensemble. Et l'exception, eh bien, c'est notre désir inconscient, c'est notre marque de fabrique, c'est ce qui nous gouverne, c'est ce qui nous échappe, c'est le symptôme qui est la vérité du sujet, ce qui est ta vérité, hein, et qui fait que parfois, eh bien, le moteur se grippe, il tourne de travers, il tourne au ralenti. Mais symptôme, c'est aussi ce qui peut se transformer en un pouce à créer, à faire un film, à vivre sa vie et son symptôme de film en film. Alors toi, Nourit, tu détiens le savoir sur cette énigme du symptôme qui a été un moteur. Tu en as fait un film. Et si tu veux bien, je vais me permettre une interprétation sauvage, hein, en relation avec Giacometti. Je vais dire que le prochain film, qui dirait le vrai du vrai, le noyau de la vie, tu l'as sur le bout de la langue. Je m'intéresse à ce qu'apportent les neurosciences contemporaines à la psychanalyse et à l'inconscient. Et donc j'ai été absolument enthousiasmée de ce film, de la manière dont Nourit Aviv traite le sujet, le désir et le fonctionnement cérébral. Déjà, le titre m'a beaucoup intéressée parce que poétique du cerveau, c'est pas poésie du cerveau. Poétique, ça fait penser qu'on peut regarder ce film comme une œuvre littéraire, c'est-à-dire comme une fiction, comme un récit soumis à des règles de style qui combinent l'objectivité et la subjectivité, le singulier et l'universel, les formations de l'inconscient, le symptôme et le rêve, mais aussi les formations des traces mnésiques, de la lecture, de la langue parlée, de l'odorat. C'est-à-dire que le récit des chercheurs s'imprègne de la poésie des couleurs, de la nature, du frissonnement des arbres, de l'intime et de la subjectivité. Quelle belle inspiration de faire jouer et de faire parler la beauté des images et le récit, celui des fragments d'histoire personnelle et celui des découvertes des chercheurs. La fiction d'une histoire personnelle percute la langue rationnelle des chercheurs pour dire leurs découvertes, qui prennent alors elles-mêmes, ces découvertes, la couleur de la fiction. Le récit porté par la voix de Nourit Aviv joue une belle mélodie. Cette voix du corps et du cœur ouvre sur la voix des chercheurs pour dire d'abord quelque chose d'eux, de leur motivation, d'où ça leur vient. Là encore, il s'agit de mettre du sujet, du singulier, avant d'entrer dans le vif de l'objet de recherche. Une question en découle, que Daniel a posée. Qu'est-ce qui a poussé Nourit Aviv elle-même? Qu'est-ce qui porte son désir de montrer et de faire entendre ces récits de chercheurs qui resteraient, à mon avis,
des comptes rendus de découvertes et d'expériences, s'il n'était pas couplé avec le vivant humain, avec le langage, la parole, avec l'intime, qui fait de chacun un être singulier, avec la poésie, métaphore du réel. La fenêtre, comme un fil rouge dans ce film, est ouverture, comme dit Lacan, ouverture sur le fantasme, sur l'imaginaire. Les fenêtres cadrent, cachent et dévoilent. À l'inverse, l'image, celle du cerveau que l'on voit. L'image fait écran à la représentation subjective. L'imaginaire, à partir des fenêtres, et donc l'imaginaire de chacun, laisse des traces subtiles sur l'image. Par exemple, la froideur des réseaux neuronaux joue avec la beauté d'un cerveau en 3D, en activité, joue avec le frissonnement des arbres ou leur miroir dans l'eau, qui est métaphore des réseaux neuronaux et des fameux neurones miroirs. Ce jeu de l'image et de l'imaginaire, du dedans et du dehors, de la langue organe et du langage, de ses équivoques et métaphores, du symptôme et du rêve, de la naissance et de la mort, du lien à l'autre qui borde le film, marque notre fabrique de sujets. Nous naissons du dehors. Nous naissons du dehors, de ce dehors du langage qui préexiste à la naissance, de ce dehors de l'autre, de l'histoire familiale, de la culture. Nous recevons du dehors le souffle, la respiration de l'autre maternel qui marque le corps au-dedans. De ces dehors, nous recevons une pluie de mots, de sensations, d'affects, de parcelles de jouissance de l'autre, des autres, qui laissent des traces. Ce dehors, replié au dedans, nous voulons savoir comment ça fonctionne. Là-haut, au dedans, dans la tête. Cette curiosité nous vient d'aussi loin que l'histoire des êtres parlants, aussi loin que comment ça fonctionne là-haut dans l'univers, dans le ciel. Nourrit à vivre montre le cerveau côté beauté, qui évoque la poésie de l'univers avec son ordre, ses lois, sa dynamique, sa plasticité, ses trous étoilés ou noirs. Le cerveau fascine, comme si on touchait à l'énigme de l'origine. Toute tentative de percer l'énigme reste fictionnée, fantasmée, tramée d'hypothèses qui parfois s'avéreront fausses. Ce que les chercheurs nous expliquent est tamponné de cette énigme. Depuis les années 1990, l'élément de preuve scientifique se fonde en partie sur l'autorité de l'image, celle donnée en particulier par l'IRM fonctionnel. L'image du cerveau en activité le nourrit à vivre elle-même et le repérage des zones où se situe l'organe de la langue, le cerveau au dehors sur l'image ne parle pas du cerveau au dedans du psychisme, de ce qui se passe dans le psychisme. On peut voir les multiples replis du cortex qui permettent au cerveau de se loger dans la boîte crânienne. On ne voit pas le dehors de l'autre replié dans le psychisme qui allume les circuits neuronaux dès la naissance et même avant. On aura compris que personne ne connaîtra mieux Nourrit à vivre en connaissant la topographie d'une certaine zone, même de toutes les zones de son cerveau. On aura compris que décrire un fonctionnement ne supprime pas un symptôme, ne dit rien sur l'intime. Deux logiques se parlent et se rencontrent dans ce film, celle du conscient et de l'inconscient, celle de la logique rationnelle et de la logique subjective. Les recherches sur les odeurs qu'on ne sent pas soi-même me laissent assez perplexe et je laisse la question au débat. J'ai bien aimé, bien sûr, le rapprochement de l'odeur, un souvenir, le hors-mot de l'odeur qui se noue à un moment, à une vie, à la vie, à une scène, une représentation.
ce qui, à mon avis, tempère l'archaïsme de l'odeur qui a affaire justement à la lettre. J'ai été très étonnée de retrouver dans les lois de l'organisme ou du biologique la même contrainte de la perte que dans les lois du psychisme et du langage. Ainsi, en ce qui concerne la mémoire, on a affaire à une recomposition du souvenir de l'événement. Entre la trace qui s'inscrit et l'événement vécu, une discontinuité se glisse. Dans cet écart entre l'événement vécu et la trace synaptique et la trace mémorisée, dans cet écart, l'imaginaire et les fantasmes prennent la place de la réalité de l'événement. L'imprécision des souvenirs est le prix à payer pour la représentation à venir, pour l'imaginaire. Je reprends là des éléments de... L'original est perdu. Un monde se construit, un monde auquel on croit, et parfois ça déraille. L'apprentissage de la lecture est en compétition neuronale avec la reconnaissance des visages. Ce qu'on gagne d'un côté, on le perd de l'autre. De la même manière que pour parler, il faut consentir à perdre, à refouler le corps pulsionnel, ou au moins une grande part du pulsionnel. Le bilinguisme nous apprend aussi qu'une partie des zones neuronales sont désactivées et perdues pour parler une langue ou deux, ou plus peut-être. Si bien qu'on parte, le train entre dans la ville, qu'on parte de la causalité neuronale ou génétique, du dedans, ou que l'on parte de la causalité psychique, le train sort de la ville. D'un dehors, la causalité psychique, c'est quoi? C'est un dehors replié. C'est du dehors replié à l'intérieur. On remarque que c'est toujours avec la perte, avec le manque, que se construit un sujet singulier, un monde fantasmé qui nous fait avancer et soutient notre désir. Et puis, c'est une notion clé en vogue, les neurones miroirs, qui pourraient nous faire croire à une empathie démesurée des relations entre humains. Il est important de ne pas oublier l'inclusion originaire et irréductible de l'autre avec un grand A. Le Nebenmensch ou l'autre maternel, l'autre secourable, dit Freud. Autre, inscrit dans la mémoire, dans l'identité. Inclusion de cette dimension de l'altérité qui provoque souvent agressivité et violence. De même que la dimension du même, du mimétisme, du double, de l'identique, que Platon mettait déjà à l'origine de la sympathie fondamentale, soit pour nous l'altérité est le même, difficile à supporter plus que générateur d'empathie. Venons-en à la notion d'épigenèse. Depuis une dizaine d'années, les scientifiques ont découvert que non seulement les mêmes gènes ne semblaient pas du tout fonctionner de la même façon selon les individus, mais que la structure même de notre génome pourrait être modifiée soit de façon transitoire, soit de façon permanente, sous l'effet de l'environnement. Il faut bien dire que les recherches sur l'épigenèse en sont à des balbutiements. L'environnement est une notion très vague. Ça peut être l'environnement alimentaire, l'environnement cellulaire, l'environnement neuronal, l'environnement technologique, l'environnement mécanique, et pratiquement jamais, pour le moment, l'environnement familial, c'est-à-dire l'histoire familiale et la culture. C'est très beau, on serait génétiquement déterminé pour être libre. Il faut bien dire en liberté surveillée ou limitée. Du fait qu'il y a l'autre, qu'on est déterminé aussi par les signifiants de l'autre du dehors qui crée la réalité interne, la réalité psychique. L'épigénèse, c'est vraiment une belle chose, débloque le verrou du déterminisme génétique et indique qu'à l'intérieur même des lois de l'organisme, une place pour le sujet est préservée. Du chemin reste à faire pour considérer le rapport du vivant au langage. Ce film tient, pour conclure, ce film tient de la force poétique qui sait manier la fiction, la métaphore du dedans et du dehors,
celle de la perte, dans le récit personnel aussi bien que dans celui des chercheurs. Il permet d'entrevoir l'œuvre à venir des neurosciences, faire entrer le langage et la poésie, le corps psychique et la fiction, l'imaginaire dans les recherches sur le cerveau, œuvre à venir immense et complexe qui interroge aussi bien les psychanalystes que les neuroscientifiques, aussi bien que chacun d'entre nous. Comment ça fonctionne là-haut? Merci Norita.